Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 1er février 2020, c'est le 175e rapport de situation sur le Donbass. Avant d'attaquer le site rep en lui-même, je signale que Facebook nous censure de nouveau. Donc absolument abonnez-vous à Donbass Insider sur Telegram ou sur Contact pour être sûr de continuer à recevoir nos articles au fur et à mesure qu'ils sont publiés, et surtout partagez-les sur Facebook, sur votre page personnelle, sur les groupes auxquels vous appartenez et sur Twitter. Twitter qui vient de censurer Zero Hedge, donc qui ont suspendu le compte de ce média. Donc vraiment la censure bat son plein, donc on a besoin de chacun d'entre vous pour continuer à pouvoir diffuser nos articles, et surtout abonnez-vous à Telegram et à Contact qui eux ne sont pas du tout censurés pour être sûr de continuer à recevoir les notifications de nos nouveaux articles. C'est super important. D'un point de vue militaire, la situation s'arrange pas des masses, même si en RPD on a observé une légère baisse. Ils se sont reportés sur la République populaire de Lugansk en fait, donc voilà, ils ont fait une bascule. J'ai publié sur Donbass Insider comme promis la vidéo des funérailles de Nikita, donc je vous encourage à aller la voir sur notre chaîne YouTube. En tout cas, en République populaire de Donetsk, du 25 au 31 janvier 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu à 69 reprises, donc on est à plus que la semaine précédente, durant lesquelles elle a tiré 68 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à beaucoup moins que la semaine passée. Le nombre total de munitions est aussi en baisse avec 416 munitions. Il faut y rajouter 5 violations et 52 munitions, dont 29 obus de mortier de 120 et 82 mm tirés par les forces armées ukrainiennes contre le territoire de l'RPD durant les dernières 24 heures. Je pense que cette baisse est due à une potentielle réponse de notre part après la mort de Nikita. Je pense que ça les a un petit peu calmés, mais alors résultat, ils se sont reportés sur la République voisine, je vais y revenir après. Les tirs de cette semaine ont quand même blessé 5 soldats en RPD. En ont tué un en RPL et blessé 3 civils en République populaire de Lugansk, je vais y revenir. 4 habitations ont été endommagées à Yasnoye, Staromikhailovka et la mine Gagarine. La milice populaire de l'RPD a aussi capturé un drone de l'armée ukrainienne en brouillant son signal radio, un drone qui était en train d'aider bien sûr à corriger les tirs de mortier contre Leninskoye et Sakhanka, donc c'est dans le sud de la République. La milice populaire est en train d'examiner les fichiers stockés dans la mémoire du drone, et ils seront passés ensuite au bureau du procureur général de la RPD pour tous les dossiers criminels contre les commandants ukrainiens. Côté ukrainien, les pertes, ça continue, puis elles continuent d'être bien dissimulées, puisque les chiffres officiels mentionnent 2 morts et 5 blessés cette semaine, alors qu'en réalité les pertes sont de 6 morts et 11 blessés hors combat. Voilà. Et les désertions continuent aussi, ils en ont 4 là, enregistrées cette semaine, donc c'est de mieux en mieux. De leur côté, les forces armées ukrainiennes continuent à brouiller de manière importante les signaux des drones de l'OSCE pour les empêcher de faire leur travail. Je vais vous montrer une petite carte qui montre, ça se centre vraiment sur 3 zones, principalement 3 zones du front. En plus de ces brouillages de signaux près de Novosielovka, les soldats ukrainiens ont carrément tiré à l'arme légère sur l'un des drones de l'OSCE, heureusement sans le toucher. Mais bon, tout ça, ça a été enregistré par les observateurs de l'OSCE dans leur rapport, donc c'est bien. Puis ça toujours pas de réaction des Occidentaux à ce sujet-là. Donc comme je le disais, après la hausse des bombardements qu'a vu l'RPD, c'est au tour maintenant malheureusement de la RPL. Si le nombre de violations quotidiennes reste très inférieur à ceux enregistrés en RPD, là en 2 jours du 27 au 29 janvier, l'armée ukrainienne a tiré quand même 26 obus de mortier de 120 et 82 mm et 10 munitions de véhicules de combat d'infanterie contre le territoire de la RPL. Le 28 janvier, c'est 16 obus de mortier de 120 mm que l'armée ukrainienne a tiré sur le village de Berezovskoye. Initialement, les rapports ne faisaient pas état de blessés parmi les civils, mais le lendemain, en fait, le neveu d'un monsieur de 80 ans a amené son oncle à l'hôpital. En fait, ce monsieur avait reçu des éclats d'obus lors du bombardement de la veille, mais il pensait que c'était pas grand-chose, et donc il n'avait pas demandé d'aide médicale. Et donc forcément, l'RPL n'était pas au courant qu'il y avait un blessé. Il pensait que ça passerait tout seul, mais bon, il a été touché au tibia, il a reçu un éclat au tibia, et là, en fait, il a commencé à avoir une inflammation, il a commencé à avoir de la fièvre, et donc son neveu l'a emmené à l'hôpital pour des soins médicaux, et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait un blessé. Bon, il a été soigné, l'éclat a été enlevé, la blessure a été traitée, ils ont mis en place un drainage, et là, il est actuellement traité au service de traumatologie. Les enquêteurs du bureau du procureur général de l'RPL se sont rendus sur les lieux du bombardement pour interroger les habitants sur ce qui s'est passé, pour engager des poursuites, pour
génocide et utilisation de moyens et de méthodes de guerre prohibées, donc en clair crime de guerre. Le monsieur qui a été blessé a confirmé aux enquêteurs que le bombardement avait été mené par les forces armées ukrainiennes. Les habitants de Berezovskoye ont déclaré que depuis ces dernières semaines, l'armée ukrainienne a commencé à être beaucoup plus active. Et malheureusement, les civils ne sont pas les seuls à payer le prix fort, puisque là, après que la RPD ait payé le prix avec la perte de Nikita, c'est l'RPL qui a perdu un de ses défenseurs cette semaine. Donc c'est le 29 janvier à 14h55. L'armée ukrainienne a tiré au mortier de 82 mm et au véhicule de combat d'infanterie vers le village de Jelobok en RPL, blessant mortellement un des soldats de la République. Il a été enterré comme Nikita en grande cérémonie cette semaine. C'est vraiment pas bon comme on le voit. En plus, ces tirs ont eu lieu alors qu'avait lieu une réunion des groupes de contact à Minsk. Bon, il n'y a pas eu de sabotage majeur de la part de l'Ukraine, mais enfin, il n'y a pas eu non plus d'avancée réelle. Sur le dossier sécuritaire, sur les 9 zones de retrait proposées par l'Ukraine, la RPD et la RPL, il y a que 2 propositions qui collent à peu près. C'est même pas... voilà, c'est en gros, l'Ukraine et la RPD disent ok, il faudrait désengager vers le point de passage de Gnutovo-Oktyabre, sur la ligne de front, dans le sud de la RPD, mais en fait, les 2 parties n'ont pas proposé exactement le même endroit. Donc déjà ça promet de longues négociations qui vont à mon avis être très difficiles à faire aboutir. Voilà. Et puis en plus, l'Ukraine a tellement fait traîner les discussions sur ce choix des 3 nouvelles zones pilotes de retrait que le groupe de contact n'a pas eu le temps de discuter des mesures additionnelles pour faciliter les futures procédures de désengagement et puis régler les problèmes qu'on a vu apparaître après les précédentes. Et résultat, je vois mal comment, en continuant à cette vitesse, le désengagement pourrait être mené d'ici la fin mars 2020. Comme c'est inscrit, je rappelle, quand même dans le communiqué officiel de la dernière réunion au format Normandie. Comme l'a déclaré Medvedchuk, à cette allure-là, on n'est pas près de l'avoir, la prochaine réunion au format Normandie. Je pense que, voilà, c'est très mal barré. Et à peine 2 jours après le bombardement qui avait blessé ce vieux monsieur à Berezovskoye, l'armée ukrainienne a continué de prendre pour cible les zones résidentielles en RPL. Cette fois, ça a été le village voisin de Golubovskoye qui a été bombardé par l'armée ukrainienne le 30 janvier 2020 à 14h à coups de mortier de 120 mm. Ils ont tiré 4 obus et de véhicules de combat d'infanterie. Il y a eu 30 tirs. Un des obus a atterri dans le four d'une maison au moment où ses occupants revenaient vers l'habitation pour s'y réfugier. Résultat, un homme de 55 ans et une femme de 69 ans ont été blessés. L'homme a été le plus grièvement touché. Donc je vous montrerai je vous ai montré une petite carte pour que vous voyez tous les différents villages. C'est tous plus ou moins dans la même zone, tous ceux qui ont été touchés là durant ces 3 jours. D'ailleurs, le village voisin de Berezovskoye qui avait été frappé 2 jours avant n'a pas été oublié par l'armée ukrainienne, qui a tiré 5 obus de mortier de 82 mm sur la localité, heureusement sans faire ni destruction ni victime cette fois. Le bombardement de Golubovskoye a été mené depuis les positions de la 93e brigade qui est située près du village de Novotoshkovskoye, une brigade, je rappelle, dont la liste des crimes de guerre est longue comme un jour sans pain et dont le commandant refuse toujours de respecter le cessez-le-feu. Le 29 janvier, cette même brigade avait bombardé le village de Frunze, donc là je vous remontrerai de nouveau une petite carte pour voir, c'est tous dans la même zone. Là ils ont tiré 8 obus de mortier de 82 mm contre la localité, ils ont endommagé 4 habitations ainsi qu'une ligne électrique. Ils ont laissé plus de 700 habitants sans électricité. Un habitant de Frunze qui a été interviewé a expliqué que les tirs venaient de Krimskoye, où est aussi stationnée la 93e brigade des forces armées ukrainiennes. Donc là la RPL a mis en garde l'Ukraine en disant si vous continuez comme ça, on va répondre à ces attaques et je pense que ça va faire comme les RPD, ils vont frapper un grand coup pour les calmer. Ils ont aussi capturé un drone ukrainien qui est en train d'aider à corriger les tirs de mortier. Pareil, la milice populaire de la RPL l'a capturé par brouillage du signal radio. Ils sont en train d'étudier les photos et les vidéos et ils vont tout transmettre après au bureau du procureur général comme preuve dans le dossier monté contre les commandants de la 93e brigade des forces armées ukrainiennes. Et puis pendant ce temps, RPD, comme vous avez pu le
le voir, ça a continué aussi. Hein. Le 31 janvier au matin, les forces armées ukrainiennes ont tiré 17 obus de mortier 82 mm vers Sakhanka, donc dans le sud de la RPD. À 8h28, c'est sur l'ancienne école du village de la mine 6-7 en périphérie de Gorlovka qu'ils ont tiré plusieurs obus de 82 mm. Donc je vous montrerai quelques photos qui ont été fournies par le maire de Gorlovka. Donc le toit de l'ancienne école a été endommagé, heureusement aucune victime. Faut savoir que cette école ne fonctionne plus depuis le début de la guerre, mais son sous-sol sert d'abri anti-bombardement pour les habitants du village. Certains y habitent de manière permanente, on les avait aidés dans les premières années où je travaillais ici. Maintenant ils reçoivent beaucoup d'aide de la Croix-Rouge et d'autres organisations, donc ils ont beaucoup moins besoin de nous. Mais en 2016-2017, on les avait aidés plusieurs fois. Voilà, puis comme vous le voyez, respect du cessez-le-feu 0, et puis pendant ce temps, Zelensky ne fait rien pour remédier à la situation et punir les commandants et soldats qui ne respectent pas la trêve, alors que je le rappelle, l'année dernière, l'Ukraine a signé les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu, mais enfin bon, comme on voit, ils en ont rien à faire. Et puis alors là, je vais venir sur un très très gros dossier, parce que ça a été la semaine de toutes les falsifications historiques. On a eu une épidémie de révisionnisme ignoble de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à l'occasion des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Ça a été vraiment... là, franchement, il y a eu des moments où je devais presque sortir la bassine pour vomir. Je vais vraiment aller à l'essentiel, mais bon, vous allez voir, c'est assez long, j'en suis désolée, mais c'est hyper important, parce que l'histoire, c'est très, très important. Donc là, après avoir tous les deux boycotté le forum sur l'Holocauste qui s'est tenu à Jérusalem pour diverses raisons officielles et officieuses, Douda parce que il n'a pas supporté que Poutine ait droit de faire un discours et puis lui pas. Zelensky officiellement c'était pour laisser sa place pour les vétérans, pour les survivants de l'Holocauste parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc il a dit je laisse ma place pour qu'ils puissent venir. Bon, en réalité je pense que c'est comme Douda. Je pense que c'est parce qu'il n'a pas supporté que Vladimir Poutine avait le droit de faire un discours et pas lui. Et donc, ces deux zigotos, je peux pas appeler ça de président, je suis désolée, ils se sont lancés dans une surenchère sordide de réécriture de l'histoire pendant la cérémonie commémorant la libération du camp d'Auschwitz, donc la cérémonie en Pologne, puisque Zelensky a quand même déclaré que la Pologne et le peuple polonais ont été les premiers à ressentir la collusion des régimes totalitaires. Cela a conduit au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et a permis aux nazis de lancer l'engrenage mortel de l'Holocauste. Donc, sans nommer l'URSS, il a accusé l'Union soviétique d'être coupable du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'être indirectement responsable de l'Holocauste. Bien entendu, cette phrase fait référence au pacte Molotov-Ribbentrop de 1939, comme source de tous les maux de la Pologne et des Juifs de manière indirecte. Sauf que déjà, il y a plusieurs faits qui ont été passés sous le tapis qui sont quand même importants. Déjà, la Pologne n'est pas du tout le premier pays à avoir ressenti la collusion des régimes totalitaires. Le premier pays qui a eu à subir ça a été la Tchécoslovaquie, qui a quand même été démembrée grâce aux accords de Munich de 1938, qui ont été conclus avec l'Allemagne et l'Italie, qui étaient des régimes totalitaires quand même, et dont une partie a été annexée par la Pologne elle-même. Voilà, sans que les Occidentaux ne bougent le petit doigt, et la Pologne a même empêché l'URSS de venir à la rescousse de la Tchécoslovaquie, comme elle avait promis de le faire si jamais la Tchécoslovaquie a des problèmes. Donc, déjà on part mal. En plus, la Pologne de l'époque avait beau s'appeler une république, elle n'emportait que le nom, c'était une dictature sans dictateur qui était gouvernée d'abord par Pilsudski puis par ses généraux. En plus, la Pologne oublie de parler de son petit pacte de non-agression qu'elle avait conclu avec les nazis dès 1934. Ouais. Puis comme je dis, le fait qu'elle a empêché l'URSS de voler à la rescousse de la Tchécoslovaquie en 1938, on comprend bien que la victime est quand même pas toute blanche, et que Varsovie a quand même une part de responsabilité dans la conclusion de ce pacte germano-soviétique, aux côtés de l'attitude des Occidentaux face à l'URSS, de l'accord de Munich lui-même, et d'autres éléments qui sont venus s'ajouter dans la balance et qui ont pesé dans la décision de Staline de conclure ce pacte avec les nazis. Je vous encourage à aller voir le documentaire qui a été fait par Arte, qui est bien fait, qui explique quand même bien que le cheminement de l'URSS, comment ils en sont venus là.
et la responsabilité, entre autres, des pays occidentaux dans cette décision, à cause de leur refus répété de conclure une alliance, justement, avec l'URSS. Donc leur anti-soviétisme a poussé l'URSS à conclure ce pacte. Donc faut arrêter d'évacuer la responsabilité de certains et de dire oui, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de bidule, faut arrêter. Mais alors, pour moi, le plus ignoble, c'était quand même la partie de cette phrase qui attribuait à l'URSS une part de responsabilité dans l'Holocauste. Là, on est à un niveau de dignité, c'est le zéro absolu. Là, tu peux pas creuser plus loin, parce que c'est un non-sens et une abomination totale. L'URSS n'a aucune responsabilité dans l'Holocauste. Je veux dire, les nazis et leurs collaborateurs locaux sont les seuls qui portent la responsabilité de ça, ainsi que les Occidentaux qui ont fermé les yeux sur l'antisémitisme des nazis et sur l'Holocauste, alors qu'ils ont reçu des rapports sur ce qui se passait dans ces camps d'extermination, dans les camps de concentration, et ils n'ont pas bougé le petit doigt. Voilà. Je rappelle d'ailleurs que certains juifs qui avaient tenté de fuir l'Allemagne pour les États-Unis, à une époque, se sont vus refuser les visas et se sont fait renvoyer au point d'origine par les États-Unis. D'accord. Ces gens-là sont morts parce que les États-Unis ne leur ont pas ouvert les portes. Donc, juste fermez-la. Arrêtez avec vos histoires de faire porter à l'URSS la responsabilité de choses dont elle est coupable de rien, quoi. C'est n'importe quoi. Natalia Poklonskaya, bien sûr, députée russe de Crimée, a demandé à Zelensky... Bon, déjà, elle a taclé le truc, elle a dit c'est vraiment là, on atteint le fond. Et elle a demandé à Zelensky s'il n'avait pas honte de son grand-père, parce que son grand-père, Zelensky, avait quand même combattu au sein de l'armée rouge pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait même été décoré. Moi, je pense que la question aurait dû être tournée dans l'autre sens. Je pense qu'en fait, c'est le grand-père de Zelensky qui aurait de quoi avoir honte de son petit-fils et de se retourner dans sa tombe. Poklonskaya a aussi rappelé que c'est l'armée rouge qui a libéré les camps d'extermination créés par les nazis, et pas les Ukrainiens, comme l'a prétendu Zelensky en loose day, puisqu'il a présenté la libération du camp d'Auschwitz de telle manière qu'on pourrait penser que c'est les Ukrainiens, tu vois, qui ont libéré Auschwitz. Déjà, il a absolument pas parlé de l'armée rouge. Voilà. Et il a juste mentionné quelques Ukrainiens qui se trouvaient là et des unités portant des noms de villes ukrainiennes. Il a dit « Nous n'oublierons jamais Igor Pobirchenko, le commandant du char T-34, qui avec son équipage a été le premier à briser la clôture d'Auschwitz, tous les soldats du bataillon de choc de la 100e division de Lvov qui sont entrés dans le camp sous la direction d'Anatoly Shapiro, un citoyen de Poltava d'origine juive. Avec les soldats de la 322e division du premier front ukrainien, ils ont libéré le camp. » Sauf que le premier front ukrainien s'appelait pas comme ça parce qu'il était constitué d'Ukrainiens, mais parce que ces unités faisaient partie du corps d'armée qui a libéré l'Ukraine. Et d'ailleurs, avant le 20 octobre 1943, ça s'appelait le front Voronezh, qui est le nom d'une ville qui est en Russie, qui a été aussi libérée par ce même groupe d'armées. Pareil pour la 100e division de Lvov, qui a été nommée comme ça parce qu'elle a libéré Lvov, mais qui a été formée en 1942 à Vologda en Russie et qui était principalement remplie de soldats russes venant entre autres de Vologda, d'Arkhangelsk et de la République des Komis. Et puis pareil pour la 322e division de Jitomir, qui a été nommée de la même façon pour les mêmes raisons, alors qu'elle a été formée en 1941 dans la ville russe de Gorky et qui était elle aussi principalement constituée de soldats russes venant de cette ville et de la région environnante. Voilà. C'est pas parce qu'il y avait quelques Ukrainiens dans le tas que Zelensky peut évacuer la majorité de Russes qui constituaient ces unités, qui peut cacher l'armée rouge sous le tapis et réécrire l'histoire pour faire croire que ce sont des Ukrainiens qui ont libéré Auschwitz. Il n'est pas le seul d'ailleurs, je vous montrerai un petit screenshot, il y en a qui ont adhéré à ce délire. C'est là la totale. Je vous expliquerai, il y en a même après qui sont allés encore plus loin dans la réécriture de l'histoire, vous allez voir, c'est formidable. Et en plus, il s'est pas arrêté là, Zelensky, en termes de falsification historique. Il a essayé de cacher sous le tapis la collaboration des Ukrainiens avec les nazis, leur antisémitisme et leur participation à l'Holocauste, parce qu'il a quand même sorti que la tragédie de l'Holocauste a laissé à jamais des blessures dans le cœur des Ukrainiens, tous les Ukrainiens. Nous n'oublierons jamais que parmi les 6 millions de victimes, 1 sur 4 était originaire d'Ukraine. Nous n'oublierons jamais les terribles crimes qui se sont produits à Babi Yar lorsque les nazis ont tué plus de 150 000 personnes innocentes. Ouais, sauf que les nazis n'étaient pas tout seuls pour tuer des juifs à Babi Yar. Leurs collaborateurs ukrainiens y ont pris une bonne part active, entre autres le 201e bataillon Schutzmannschaft, qui était constitué, comme je rappelle, de membres de l'OUN de Stepan Bandera, héros de l'Ukraine, et qui était dirigé, ce bataillon, par Roman Shushkevich, qui lui aussi est héros de l'Ukraine.
Alors, sans parler de la petite phrase sur le fait que la tragédie de l'Holocauste a laissé à jamais des blessures dans le cœur de tous les Ukrainiens, qui est un mensonge éhonté, hein, parce que bon, quand vous voyez que l'Ukraine a fourgué quand même aux nazis des dizaines de milliers de volontaires, au hasard, la division SS Galicie, qui avait quand même 80 000 volontaires ukrainiens et dont les vétérans sont enterrés en grande pompe avec uniforme nazi à la clé, je vous envoie sur le profil d'Edouard Olinsky, hein, qui est le responsable juif d'une organisation juive en Ukraine, qui dénonce ces faits à longueur de temps sur son profil Twitter. Vous allez voir, il a plein de photos sur son profil Twitter de ces cérémonies. Plus toutes les milices qui ont participé, comme ce 201e bataillon Schutzmannschaft à l'extermination des juifs. Dire que tous les Ukrainiens ont été blessés par l'extermination des juifs, c'est du foutage de gueule. Parce que ceux qui ont participé à ça, ou les membres de la division SS Galicie, je doute que ça leur ait fait quoi que ce soit. L'Holocauste, je pense que ça leur en a touché une sans faire bouger l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, voilà. C'est d'ailleurs un point qu'a souligné justement Edouard Olinsky, hein, ce chef du comité juif ukrainien, qui a listé tout ce que Zelensky a oublié dans son discours. Celui-là, je vous le cite in extenso parce que c'est quand même c'est un très bon texte qu'il a fait. Il a écrit: qu'avez-vous oublié de dire lors du forum sur l'Holocauste en Pologne, que les nationalistes ukrainiens ont participé à l'attaque de la Pologne dans l'armée allemande en 1939, qu'en septembre 1939, les Allemands ont libéré la direction de l'OUN qui, avec l'aide et l'argent des nazis, a commencé à préparer l'invasion de l'URSS, que la base idéologique et pratique a été préparée, ainsi que des centaines et des milliers de membres des groupes auxiliaires de l'OUN qui, entrant en Ukraine avec les Allemands, ont pris une part active dans les pogroms et les massacres de juifs, que dans les régions occidentale de l'Ukraine, où les Juifs n'ont pas eu le temps d'évacuer, et où l'influence de l'OUN était particulièrement forte, jusqu'à 99% des Juifs ont été exterminés. Que le but de l'OUN, de Bandera et de Melnik était une Ukraine libre de tous les non-ukrainiens, à savoir les Juifs, les Polonais et les Russes. Que sans la participation massive et l'enthousiasme de la population ukrainienne, sans la coopération volontaire, sans la police auxiliaire ukrainienne, un tel pourcentage d'extermination n'aurait pas été possible. Que les nationalistes ukrainiens étaient dans de nombreux cas des membres des unités contrôlées de la police auxiliaire qui, après la défaite des Allemands à Stalingrad, sont passés dans l'UPA. Que la plus grande opération de l'UPA était le massacre de dizaines de milliers de Polonais pacifiques en Ukraine occidentale, un crime d'une ampleur sans précédent après l'Holocauste. Que les 2500 justes en Ukraine sont de nationalités et de religions différentes et que ça fait un seul juste pour 20 000 personnes. Que la Pologne a adhéré et que l'Ukraine refuse par contre de rejoindre à l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est très clair. Voilà, hein, quand un pays a fourni à l'Allemagne nazie des dizaines de milliers de soldats, d'auxiliaires de police et autres unités paramilitaires, sans parler de ceux qui ont collaboré parmi les civils, et seulement 2500 justes parmi les justes, tenir le discours qu'a tenu Zelensky, c'est du foutage de gueule, c'est un cynisme répugnant. Konstantin Kosachev, le chef de la commission des affaires étrangères de la Fédération de Russie, a commenté le discours de Zelensky à Varsovie en le qualifiant de trahison envers ses compatriotes. Le député du Conseil populaire de l'RPD, Alexandre Kourenkov, a lui souligné le blasphème que constitue le fait d'honorer en Ukraine Stepan Bandera comme un héros qui était pour l'extermination des Juifs et dont les hommes, comme je l'ai dit, ont participé à l'Holocauste, et d'exprimer dans le même temps ses condoléances aux victimes d'Auschwitz. Enfin, je veux dire, là, faut arrêter. Hein. Comme il l'a dit, les autorités ukrainiennes doivent soit renoncer aux serviteurs d'Hitler, soit éviter de toucher la mémoire des victimes de l'Holocauste avec leurs mains sales. J'aurais pas mieux dit. Tu peux pas adorer comme héros national le mec dont les hommes ont mené avec les nazis l'extermination des juifs et pleuré sur les victimes de ces mêmes exterminations. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter la duplicité, le cynisme et le double langage, parce qu'à un moment, là, ça devient gerbant, mais complètement. Et d'ailleurs, pour ceux qui croient que Zelensky partage pas l'admiration de certains pour Bandera, je vais vous citer les propos texto, qu'il a tenu le 18 avril 2019, 3 jours avant le second tour de l'élection présidentielle ukrainienne, à la télé. Il a dit, je cite, « Stepan Bandera est un héros pour un certain pourcentage d'Ukrainiens, et c'est normal et génial. » Génial. C'est l'une de ces personnes qui ont défendu la liberté de l'Ukraine. Voilà. Voilà ce que dit Zelensky à propos de celui qui, avec ses hommes, a aidé les nazis à exterminer bon nombre de juifs en Ukraine, dont il pleure aujourd'hui la mort dans un mauvais sketch de larmes de crocodile. Là, enfin, franchement, c'est... Non. Et puis, alors, le numéro d'hypocrisie risque d'aller encore plus loin, au niveau ignoble, parce que Duda a proposé à Zelensky, donc le président polonais a proposé au président ukrainien, d'honorer un autre héros dont les troupes ont exterminé beaucoup de juifs, Simon Petlura,
donc celui qui a dirigé la République populaire ukrainienne pendant la guerre civile russe, dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Donc Douda a dit « J'ai proposé au président d'immortaliser conjointement la mémoire des soldats polonais et ukrainiens qui ont combattu l'attaque bolchevique. Nous appelons symboliquement ces soldats polonais les soldats de Pilsudski, ce qui est une simplification bien sûr, parce qu'il y a d'autres hommes politiques qui étaient importants à l'époque. D'un côté il y avait Petliura, de l'autre des soldats qui ont aussi combattu courageusement et donné leur vie pour la même cause. Donc il a suggéré de célébrer tout ça ensemble. Je rappelle, les soldats de Petliura sont quand même accusés d'avoir exterminé 50 000 juifs lors de nombreux pogroms pendant la guerre civile russe. Rien qu'en une journée, le 19 février 1919, l'armée de Petliura a massacré 1500 juifs à Proskurov, ville depuis renommée Khmelnytsky. Voilà. Et là, le président polonais appelle son homologue ukrainien à commémorer ces soldats-là et leurs chefs. Voilà, je pense que ça en dit plus long quand même sur l'idéologie de Douda et Zelensky que leurs petites larmes de crocodile versées pour les victimes des héros qu'ils commémorent. Je pense que là, à un moment, voilà. Je pense que c'est plus clair comme ça. Et puis, ils n'ont pas été les seuls au niveau réécriture de l'histoire sordide. On a eu Radio Svoboda, le Spiegel qui se sont vautrés et ils n'ont pas été les seuls en fait au moment où j'écrivais mon article. On a découvert que l'ambassade américaine au Danemark aussi nous en a fait une belle. Elle nous a fait la même que le Der Spiegel. Ouais. Donc le 27 janvier en soir, le Spiegel qui publie sur Snapchat un post disant que le camp d'Auschwitz avait été libéré non pas par les Ukrainiens, non pas par l'armée rouge, mais par l'armée américaine. Allons-y franchement. L'armée américaine a à peine... Enfin, Non. Je rappelle quand même que l'armée rouge est allée jusqu'à Berlin. Voilà. Vous prenez une carte, vous regardez où est Auschwitz, vous regardez où est Berlin, et puis vous voyez jusqu'où sont allés les Américains, et puis vous comprenez que c'est pas possible. Voilà. Donc, bien entendu, des utilisateurs ont dénoncé cette falsification, donc le Spiegel a retiré le post merdique, et puis a fait un nouveau post avec la bonne information, en s'excusant de l'erreur embarrassante. Ouais, alors, moi, je crois pas à la bourde, parce que si vous me dites que soit ils ont filé ça aux stagiaires, le plus cancre, celui qui a séché tous les cours d'histoire à l'école, parce que c'est pas possible, je veux dire, le rédacteur en chef du Spiegel est pas inculte à ce point-là, quand même. Ça, j'y crois pas, quand même. Je crois pas, quand même, que les rédacteurs en chef en Allemagne ignorent qui a libéré Auschwitz et toute l'Europe de l'Est du nazisme. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Moi, je pense qu'ils ont essayé de glisser le truc en mode personne va le voir, tu vois, en mode c'est tous des débiles, ils vont pas s'en rendre compte. Comme Zelensky, qui a essayé d'effacer l'URSS de la libération d'Auschwitz. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont pas les seuls. Je vais vous montrer le post. L'ambassade US au Danemark qui nous a sorti la même. Exactement la même. Qui nous a sorti que... Et eux, ils ont même pas enlevé leur tweet. Ils ont fait un tweet correctif en réponse, mais ils ont même pas enlevé leur tweet. C'est magistral. Donc la connerie est toujours visible. Incroyable. Et puis bon, si pour le Spiegel, on peut encore mettre un point d'interrogation, le doute lui est pas permis pour Radio Svoboda, donc qui veut dire Radio Liberté, qui, après son petit article répugnant visant à réécrire l'histoire du siège de Leningrad, ferait bien de changer de nom pour Radio Stida, Radio de la honte. Je pense que ça leur irait très bien. Donc là, ils nous ont fait un article basé sur les travaux de Nikolai Savchenko, prêtre orthodoxe russe, qui a des ancêtres qui ont vécu le blocus de Leningrad, tout ça devant servir de caution et de légitimité à ce qu'il raconte. Le petit problème, c'est que comme son nom l'indique, oui, Savchenko, vous avez reconnu, même nom que la chère Nadia, il a le même nom que la pseudo Jeanne d'Arc ukrainienne, donc il a des ascendants ukrainiens, il vit en Angleterre, il a des opinions ouvertement monarchistes, donc clairement anti-bolcheviques. Donc déjà, vous sentez qu'on part mal. Niveau biais, là, vous sentez que ça va pas être bon. Et vous avez raison, parce qu'il a beau affirmer avoir utilisé les mathématiques et les sources publiques pour déterminer qu'il y avait soi-disant assez de nourriture pour nourrir toute la population de Leningrad, et que si beaucoup sont morts de faim, c'est parce que les autorités voulaient pas les sauver. Ce qu'il raconte, c'est de la merde. Je suis désolée, c'est un prêtre orthodoxe, mais enfin, retourne à ta prêtrise, mon gars, parce que ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Sur Twitter,
ils se sont pris une flame war, de nombreux utilisateurs ont dénoncé cette falsification, cette propagande honteuse, ils ont même décerné des points Goebbels, tu vois, à Radio Svoboda, c'est pour vous donner une idée. Bon, certains par exemple ont pointé des mensonges manifestes, comme l'histoire des chevaux qui auraient tous été laissés en vie alors que les gens auraient pu les manger. Je vais vous montrer, il y a des photos d'époque qui attestent que les habitants de Leningrad ont mangé les chevaux. Voilà, les chevaux qui mouraient, ils étaient bouffés. Donc c'est n'importe quoi. L'agence FAN a publié un article complet de debunking qui a démystifié les mensonges principaux des déclarations de Savchenko. Donc je les ai traduites vite fait. Bon, déjà concernant les chevaux, sans rentrer dans le détail du nombre de chevaux qui ont réellement survécu tout le long du blocus, déjà, il est impossible de calculer ce qu'il aurait coûté à un soldat qui mourrait déjà à moitié de faim, parce que le Nikolai Savchenko te dit même pas que les soldats mangeaient à satiété. Ils te disent qu'ils mangeaient plus que les autres, mais pas à satiété. Donc, un soldat qui meurt à moitié de faim, qu'est-ce que ça va lui coûter comme énergie de tirer une charge lourde sur 1 kilomètre dans la neige et les marais du lac Ladoga? Voilà. Quelles auraient été les chances de briser le blocus et de libérer la ville s'il n'y avait pas eu de chevaux sur le front, entre autres pour tirer les canons, les charges lourdes, les caisses de munitions, enfin je veux dire quand vous voyez le poids que ça pèse, voilà, je veux dire clairement les chevaux étaient utilisés comme animaux de trait, ils n'étaient pas juste là pour faire la déco. Ils ont aussi assuré le ravitaillement de la ville avant que la fameuse route de la vie soit pleinement opérationnelle. Voilà, en plus les sources historiques indiquent clairement que l'avoine qui était destinée aux chevaux a été utilisée pour nourrir la population de Leningrad, démentant ce que raconte Savchenko. Voilà, les chevaux se sont retrouvés à bouffer des ersatz, des feuilles, des morceaux de bois, des trucs, enfin on leur filait à bouffer des trucs, c'était impressionnant, quoi. Comme les habitants d'ailleurs. Ensuite, l'autre question, c'est celle de l'approvisionnement en nourriture des soldats et des chefs de tout niveau, comme il dit, puisque Savchenko écrit que 600 000 soldats et 500 000 civils recevaient une ration plus importante, qui leur assurait un niveau de vie plus ou moins normal, tandis que les autres habitants mouraient de faim. Bon, sauf que déjà, on n'a pas de données exactes sur la ration alimentaire reçue. En plus, cette méthode mathématique ne tient pas compte du fait que si tu avais distribué plus équitablement la nourriture, oui, les autres auraient un peu mieux mangé, mais les soldats auraient moins bien mangé. Or, si tes soldats mangent pas correctement, eh ben, ils peuvent pas combattre correctement. Donc, t'as de bonnes chances que les défenses de ta ville tiennent pas. Et puis, si ce que t'appelles tes chefs de tout niveau, c'est-à-dire en fait les décideurs et puis les ouvriers dans les usines aussi, mangent pas correctement, bah écoute, quelqu'un qui a le cerveau qui est sous-nourri, bah écoute, ça se passe pas bien, surtout pour de la prise de décision, donc pour les chefs c'est un peu normal, c'est pas juste parce que ce sont des chefs, c'est parce qu'ils doivent prendre des décisions importantes et que quand t'es affamé, ton mode de prise de décision est complètement altéré par la faim, donc c'est pas bon du tout d'avoir des chefs qui sont affamés. C'est le pire scénario. Ça, c'est le scénario catastrophe. C'est le truc où tout finit mal, je te le dis tout de suite. Voilà. Donc, ils auraient pris des décisions désastreuses. Voilà. Donc, ça s'appelle du pragmatisme, de mieux nourrir ceux qui, entre autres, travaillaient dans les usines d'armement, parce que sinon, ils étaient plus en état de travailler, ceux qui prenaient les décisions et ceux qui défendaient la ville. Voilà, c'est du pragmatisme. Voilà, c'est un moment, faut sortir de ses maths et de sa théorie. En plus, si les dirigeants locaux de Leningrad étaient aussi cyniques que le décrit Savchenko, comment est-ce que la ville a tenu aussi longtemps ? Parce que je rappelle quand même qu'il y a eu des exemples, comme Andrei Vlasov, de chefs qui ont trahi l'URSS et qui sont ralliés côté nazi. Qu'est-ce qui empêchait les dirigeants de la ville menés par Andrei Zhdanov d'imiter Vlasov et de faire pareil ? S'ils ont tenu la ville jusqu'au bout, c'est qu'ils n'étaient pas aussi cyniques que ça. Voilà, c'est un petit problème d'incohérence. Et puis, l'auteur tient pas non plus compte du fait que l'approvisionnement via le lac Ladoga était erratique. Voilà, je rappelle, l'armée allemande bombardait les convois ou les bateaux pour empêcher le ravitaillement de la ville. C'est logique, je veux dire, voilà. Donc, tu peux pas partir sur une hypothèse de circulation libre des produits pour évaluer la quantité de nourriture qu'il aurait été possible de transporter via le lac. Ça tient pas la route. Voilà, c'est le problème quand on regarde juste des chiffres théoriques et des mathématiques sans regarder ce qui est réellement une guerre. Voilà, on aboutit à du grand nawak. C'est pas un travail de recherche, ça. Ça, c'est de la propagande digne de Goebbels. Une ville assiégée, c'est pas une somme de chiffres théoriques sur du papier. Ce sont des défenseurs à bien nourrir pour éviter que la ville ne tombe, des dirigeants à bien nourrir pour qu'ils prennent les bonnes décisions, des chevaux qu'il faut nourrir parce qu'ils servent à déplacer les charges lourdes, que des hommes à moitié affamés ne pourraient pas tracter sans peine, et un approvisionnement erratique à cause des bombardements ennemis.
Voilà, donc comme j'ai dit, retourne à ta prêtrise mon gars, parce que là tu racontes des conneries qui ont rien à voir avec la réalité de ce que fut le siège de Leningrad, et qui sert à justifier la réécriture de l'histoire menée par l'Occident via ses officines de propagande comme Radio Svoboda. Voilà. Et cette falsification de l'histoire, c'est pas un truc négligeable. Vous pourriez vous dire, ouais, mais bon, non. Parce qu'il faut connaître le passé pour pas refaire les mêmes bourdes. C'est en réécrivant l'histoire qu'on peut justifier de laisser l'Ukraine glorifier les collaborateurs des nazis, transformés en simples nationalistes d'un petit coup de plume falsificateur. Voilà, c'est ce qui permet au néonazisme de prospérer dans le pays. C'est la réécriture de l'histoire. Vouloir effacer l'URSS de la victoire contre le nazisme et essayer de lui attribuer une responsabilité dans l'Holocauste comme l'a fait Zelensky, ça procède de cette même réécriture de l'histoire qu'essaye de faire des bourreaux les victimes et des héros des monstres, pour justifier de laisser de nouveau l'idéologie nazie prospérer en Europe. Voilà. Et comme elle a oublié son histoire, l'Union européenne d'aujourd'hui, comme l'Occident des années 30, est en train de laisser une idéologie nauséabonde grandir à sa porte en faisant semblant de ne rien voir au nom de la lutte contre la Russie. À l'époque, c'était la lutte contre l'Union soviétique. Voilà, c'est la même, on a exactement le même schéma, on refait les mêmes conneries. Hein. Voilà, je rappelle, Deuxième Guerre mondiale, 60 millions de morts. Voilà, c'est ça que ça nous a coûté quand même. Donc, ça serait peut-être bien de retenir les conneries qui ont été faites dans le passé pour pas les refaire. Voilà, c'est en ça que c'est important. Et puis en Ukraine, ça se passe très très mal. Au niveau, entre autres, du fonds de retraite, qui va atteindre de tels records de déficit cette année que d'ici la fin de l'année, je sais pas comment ils vont réussir à payer. Le premier facteur responsable de cette situation catastrophique, c'est le déficit démographique du pays. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Là, depuis plusieurs années, en moyenne, l'Ukraine perd ainsi un peu plus de 170 000 personnes par an. Et ce chiffre n'inclut pas l'immigration illégale. C'est-à-dire les gens qui partent du pays et qui déclarent pas qu'ils sont partis s'installer en Pologne, en Russie, ou je sais pas où. Hein. Ça, il y en a plein, c'est la majorité. Je vous encourage à aller voir, j'ai mis dans le lien de cet article-là le lien vers un article qu'on avait publié en 2017, à l'époque sur Denis, qui étudie la démographie ukrainienne, qui est très intéressante pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui partent du pays sans déclarer qu'ils sont partis. Voilà. Donc, à cette allure-là, dans à peine 2 siècles, il n'y aura plus un seul habitant en Ukraine, le pays sera vide, si pas avant d'ailleurs, parce que les chiffres de 2019 sont encore pires que cette moyenne, puisqu'en décembre 2019, le service des statistiques ukrainien avait calculé que de janvier à octobre, on n'avait même pas encore la fin de l'année, hein, l'Ukraine avait déjà perdu 212 000 habitants. Voilà. Et l'autre gros problème, c'est que ceux qui s'en vont, c'est pas des personnes âgées, c'est des jeunes. C'est des jeunes actifs qui partent travailler à l'étranger parce qu'il n'y a pas de boulot en Ukraine ou mal payé, et en fait ils finissent par s'installer pour de bon là-bas. Voilà, principalement Russie, Pologne et puis Europe de l'Est. Résultat, il y a de moins en moins de travailleurs pour de plus en plus de retraités. Vous commencez à voir d'où vient le problème. Les personnes âgées, elles n'ont pas les moyens de s'expatrier. Hein. C'est pas avec les retraites qu'ils ont, 2-3 copecs, là, qui vont pouvoir partir. Donc résultat, la balance du système de retraite par solidarité collective fonctionne pas, hein, forcément, parce que quand tu baisses drastiquement le pourcentage d'actifs par rapport aux retraités qui eux sont de plus en plus nombreux chaque année, tu te retrouves avec une grosse merde. Voilà. Et puis comme en plus les jeunes fuient le pays, le taux de naissance s'effondre, hein, j'en avais déjà parlé, on a actuellement en Ukraine 54 naissances pour 100 décès, vous vous rendez compte, le pays est en train de mourir, hein, c'est ça qui est en train de se passer, donc la situation ne va faire qu'empirer d'année en année. L'autre point qui pose problème, c'est le travail au noir et la rémunération au black aussi, et le faible montant des salaires. Parce qu'en fait, il faut savoir que les patrons en Ukraine, pour beaucoup, ne déclarent que le salaire minimum et payent le reste en enveloppe en liquide. Or, qui dit faible salaire déclaré dit faible taxe. Et donc faible rentrée d'argent pour le fonds de retraite. L'an passé, Zelensky avait promis de faire passer le salaire minimum à 5000 grivnia, c'est-à-dire 182 €. Hein. Vous voyez, c'est pas transcendant. Hein. Mais ils sont arrêtés à 4723. Voilà. Et les salaires du secteur public ont été gelés, ce qui n'a pas encouragé le secteur privé à augmenter les salaires de ses employés. Donc,
augmenter significativement c'est un minimum aurait permis de faire sortir de l'ombre une partie des revenus et d'augmenter ainsi les taxes payées par les entreprises. Voilà. Dégeler le salaire des fonctionnaires aussi, tu vois, permettrait d'insuffler une dynamique de hausse des salaires dans le privé comme nous on fait en RPD et en RPL. Voilà, faudrait aussi que la RADA annule une loi là qu'elle vient de voter en seconde lecture, parce que là ils ont décidé de baisser le montant des amendes infligées aux entreprises qui utilisent les travailleurs au black. L'idée pouvait sembler bonne, en se disant, bon, là, les amendes sont tellement élevées que, en fait, les mecs, ils n'ont pas les moyens de payer, donc on a beaucoup d'impayés. Donc, ils se sont dit, en baissant le montant, on va augmenter la proportion et donc la quantité totale de pognon récolté. Le petit problème, c'est que ça va avoir un effet catastrophique, en fait, sur le fonds de pension, parce qu'en fait, il va coûter moins cher aux employeurs de frauder et de payer l'amende que de respecter la loi. Donc, la part de travail au black va encore augmenter, ce qui va baisser d'autant l'approvisionnement du fonds de retraite par les taxes. Voilà. Donc résultat, là, à cette allure-là, le déficit du fonds de retraite en Ukraine va atteindre des records cette année avec 172,5 milliards de hryvnia, soit 6,3 milliards d'euros. Voilà. Ce qui veut dire que les fonds collectés cette année ne vont pas suffire pour payer l'intégralité des retraites. Donc là, il y a quand même un bon risque que d'ici la fin de l'année, soit les retraités vont recevoir qu'une partie de leur retraite, soit il y aura des mois qui vont sauter, quoi, tu vois. Parce que bon, le petit problème, c'est que l'Ukraine n'aura pas les moyens de compenser pour ce déficit, parce qu'ils ont déjà une énorme quantité de dettes à rembourser cette année. Je veux dire, ils en ont remboursé déjà un paquet l'année dernière, mais cette année, ils en ont encore beaucoup. Je vais dire... La dette extérieure de l'Ukraine en 2019 a quand même atteint 84,3 milliards de dollars. Et rien que cette année, elle doit rembourser 15,3 milliards d'euros, 420 milliards de hryvnia, soit presque 2,5 fois le déficit du fonds de retraite et un tiers du budget total du pays. Vous voyez le truc. Et puis l'Ukraine s'apprête à se foutre encore plus de dettes sur le dos, hein, puisqu'ils doivent recevoir bientôt une deuxième tranche d'aide macrofinancière de l'UE de 500 millions d'euros. Il va falloir rembourser à un moment. Et puis pareil pour l'aide du FMI, là ils essaient d'obtenir un nouveau programme d'un montant de 5,5 milliards de dollars. Comment est-ce qu'ils vont rembourser tout ça alors qu'ils se vident de leur population, d'accord, leur population active, celle qui peut gagner de l'argent. Hein, et que l'Ukraine est en train de se remplir de retraités dont près de 70% reçoivent moins de 3000 hryvnia par mois, c'est-à-dire 109 euros. Ils ont à peine les moyens de survivre. Expliquez-moi avec quoi vous allez rembourser tout ça. Là, le gros risque, c'est clair que face à deux dettes, Kiev va faire passer les créanciers internationaux au premier plan. Et les retraités passeront après et seront payés qu'en fonction de ce qui va rester. Ils vont recevoir les miettes, hein. C'est ça qui va se passer. Là, ils ont essayé de proposer des solutions au gouvernement ukrainien, toutes plus débiles les unes que les autres. Ils ont proposé de créer un deuxième système de cotisation sur les salaires pour remplir les caisses. Moi, le problème, c'est que vu le niveau des salaires en Ukraine, ça va rapporter 3 centimes, quoi. Augmenter l'âge de départ à la retraite, mais c'est des pansements sur une jambe de bois. Parce que là, l'urgence, c'est cette année. C'est pas dans 10 ans que vous allez avoir un problème, c'est déjà maintenant. Je veux dire, là, au lieu d'avoir jeté l'argent du budget national dans la défense, parce que je rappelle, vous avez sorti quand même 5,45% de votre PIB, soit 245,8 milliards de hryvnia, hein, dans le budget de la défense pour pouvoir continuer la guerre dans le Donbass, au lieu d'appliquer les accords de Minsk, ça vous permettrait de faire des économies, hein, voilà. Au lieu de jeter l'argent dans de l'armement de merde, là j'ai vu encore, ils ont sorti des pseudo-blindés, il y a des soudures, c'est une honte, enfin vraiment c'est du travail mal fait. Et tout ça, tout cet argent qui sert à alimenter de la corruption au sein du complexe militaro-industriel ukrainien, pour une guerre totalement inutile, ça serait peut-être pas mieux de le foutre dans le budget des retraites, cet argent-là ? Vous pensez pas ? Moi je pense, hein, parce que bon, quand vos retraités seront pas payés et puis qu'ils vont crever de faim, vous allez avoir une belle catastrophe économique et humanitaire sur les bras, je vous le dis. Hein. Ça serait bien que Zelensky aussi se paye de vrais experts en économie, capables de faire des propositions efficaces pour remettre le budget du pays sur les rails, parce que c'est pas en mendiant toujours plus de crédit auprès du FMI ou de l'UE ou d'autres pays occidentaux que l'Ukraine va se sortir d'affaires. Au contraire, voilà, chaque nouvel emprunt, l'Ukraine creuse un peu plus, ça tombe, son déficit, parce que la situation
démographique et économique du pays ne va pas lui permettre de rembourser. Donc il se dirige tout droit vers la faillite. C'est aussi simple que ça sera le défaut de paiement. Hein. Voilà, je vous l'ai dit, l'Ukraine est en train de se somaliser, et là les premiers qui risquent de payer et de se prendre le mur, ça va être les retraités. Voilà, ils ont repoussé le mur du gaz avec ce petit contrat de 5 ans avec la Russie, mais en réalité, ils ont fait que prolonger l'agonie et ralentir légèrement l'agonie du pays. Mais c'est tout. Je vous encourage à aller voir d'ailleurs là-dessus la vidéo de Stratpol de Xavier Moreau qui analyse ce contrat du gaz qui a été conclu entre la Russie et l'Ukraine, et explique très bien hein, ce que l'Ukraine y perd sur le long terme. Voilà, ce qu'ils ont gagné sur le court terme, ils vont le perdre après à moyen terme déjà, donc c'est pas du tout avantageux. Et puis on va continuer dans la réécriture historique. Pour le pendant ce temps la Kiev, j'en ai deux. Ouais, parce que on a eu déjà Leonid Kravchuk, ancien président ukrainien et actuel représentant ukrainien à Minsk, qui s'est lui aussi donné une réécriture de l'histoire en mode mais grand nawak, tout le monde s'est foutu de sa gueule, parce qu'il nous a quand même sorti une énormité sur l'antenne de l'émission russe 60 minutes, donc pour essayer de justifier justement les propos de Zelensky à Varsovie. Il a sorti, je cite, « Hitler et Staline se sont rencontrés à Lvov, hein, il y a des documents, c'est pas un secret, ils ont essayé de parvenir à un accord. » Alors, le journaliste qui était sur le plateau, Evgeny Popov, a quand même demandé à Kravchuk qu'est-ce qu'il voulait dire, parce que bon, ça lui semblait un peu énorme ce truc-là, parce que Evgeny se souvient quand même de ses cours d'histoire. Mais Kravchuk a évacué la question, il n'y a pas répondu, il a dit que ça avait juste délié les mains d'Hitler au lieu de l'arrêter. Donc ils font référence en fait au pacte Molotov-Ribbentrop. Sauf que tout le monde s'est foutu de la gueule de Kravchuk. Il a dénoncé ce fake. Je vais vous montrer une petite caricature de mon caricaturiste préféré, hein, qui nous a fait une petite caricature avec Kravchuk en train de décrire Staline et Elvis. On a aussi un gros livre avec Staline sur la Lune, Staline et Charles XII, etc., enfin tout un paquet de délires, quoi. Voilà, non, tous ceux qui ont quand même pas séché leur cours d'histoire, et qui ont étudié un minimum la Seconde Guerre mondiale, savent que Hitler et Staline ne se sont jamais rencontrés en personne. Le pacte Molotov-Ribbentrop s'appelle le pacte Molotov-Ribbentrop et pas le pacte Hitler-Staline pour une bonne raison. Le pacte a été signé entre Molotov et Ribbentrop, et jamais entre Staline et Hitler. Voilà. Voilà. Alors après, donc comme tout le monde s'est foutu de sa gueule, Kravchuk a expliqué que c'était pas de sa faute, qu'il l'avait lu dans la presse, et que c'était le boulot des journalistes de vérifier ce qu'ils publient. Non, c'est ton... Non, je suis désolée, je veux dire, moi j'aurais lu une connerie pareille, je me souviens quand même de mes cours d'histoire, et puis de ce que j'ai étudié par moi-même sur la Seconde Guerre mondiale, je me serais rendu compte tout de suite que c'est de la connerie, voilà. D'ailleurs, Mikhail Myagkov, directeur scientifique de la Société historique militaire russe, a qualifié la déclaration de Kravchuk de délire. Il a dit c'est une absurdité absolue, il n'y a pas eu de réunion et bien sûr il n'y a pas de document. De telles déclarations de Kravchuk semblent être permises par un manque d'éducation, multiplié par le degré de nationalisme et de russophobie désormais cultivé en Ukraine. Si Kravchuk avait étudié l'histoire, il aurait su que les seuls dirigeants qui ont rencontré Hitler avant la guerre, ça a été ceux de l'Angleterre et de la France, Chamberlain et Daladier en 1938, au moment de la fameuse signature des accords de Munich. D'ailleurs, c'est tellement du délire que même Deutsche Welle, qui est quand même un média particulièrement russophobe, a publié un article dans lequel il démente ça, la connerie de Kravchuk. Donc c'est quand même pour vous dire, hein, là, personne n'a suivi. Hein. Et puis, on a eu un deuxième champion du délire de réécriture historique, ça a été Vassili Bodnar, hein, vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, qui a sorti sur ZN.ua que la Russie a historiquement fait preuve d'un don pour voler non seulement des territoires étrangers, mais aussi d'histoires étrangères, telles que l'histoire de l'Ukraine russe. Sauf que, comme l'a souligné Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, aucun pays n'a jamais existé sous ce nom. Jamais. Il y a eu la Rousse de Kiev, et encore, c'est la désignation d'une période de l'histoire russe, désignation qui a été créée en 1837 par le recteur de l'université impériale de Kiev, Mikhail Maximovitch, hein, au même titre que la Rousse de Vladimir, la Rousse de Moscou, c'était même pas le nom d'un pays, voilà. Donc ça, à la limite, ouais, la Rousse de Kiev, ouais, mais l'Ukraine russe, non, jamais. Il n'y a jamais rien qui s'est appelé comme ça. Hein. D'ailleurs, à l'époque contemporaine de la Rousse de Kiev, personne ne l'appelait comme ça, d'ailleurs. C'était les terres russes, ou la
ou la terre russe. Voilà. Hein, d'ailleurs, si on regarde les premières lignes du conte des années passées qui date du XIIe siècle, hein, donc contemporain, c'est raconte l'époque d'où est venue la terre russe, qui à Kiev ont été les premiers princes et où la terre russe a commencé à exister. Voilà. Le fait que Kiev ait été la capitale de l'ancienne Rousse ne signifie pas que des Ukrainiens y vivaient à l'époque. Hein. Voilà, c'était des Russes et ils parlaient pas du tout l'ukrainien. Voilà. Et les dirigeants d'ailleurs de la Rousse de Kiev étaient des descendants de Vikings. De Vareg, pour être très très précis, c'est-à-dire ceux qui partaient à l'est. Voilà, les Vikings c'était ceux qui partaient à l'ouest et les Vareg c'était ceux qui partaient à l'est. Voilà, donc c'était des Scandinaves. Donc voilà, rien à voir avec les Ukrainiens, mais rien du tout. Donc du grand n'importe quoi. Non, l'Ukraine rousse ça n'a jamais existé. La rencontre entre Hitler et Staline non plus. Non, c'est du grand n'importe quoi. C'est là qu'on voit que l'histoire, elle est quand même hyper importante. Hein. Faut maîtriser l'histoire pour pas se faire enfumer. Parce que c'est justement en réécrivant l'histoire qu'on peut après justifier, hein, d'ériger en héros nationaux des gens qui ont exterminé des Juifs, des Polonais, des Russes, des génocidaires de toutes sortes. Enfin, je veux dire, à un moment... il faut remettre l'église au centre du village. Voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, hein, ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est comme si l'Allemagne avait réhabilité Hitler. C'est la même chose. Voilà. Donc moi je pense que la situation va pas aller en s'améliorant en termes de bombardement, comme on le voit. Hein, dès que ça se calme sur un coin du front, ça reprend sur une autre partie. Au niveau des discussions à Minsk, ça progresse pas. Donc je pense pas qu'on va aller vers un mieux. Ça c'est clair. Et puis, je pense qu'en termes de relations entre l'Ukraine et la Russie, la sortie de Zelensky sur la responsabilité de l'URSS dans l'Holocauste, je pense que ça va pas franchement améliorer les choses. Donc voilà. Donc comme je le disais en début de site web, vraiment, pensez à vous abonner à Donbass Insider sur Contact, sur Telegram pour être sûr de continuer à rester informé de nos nouveaux articles et pensez à partager nos articles sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux qui ont tendance à la censure parce que d'un moment à l'autre ils peuvent nous censurer totalement. Donc vraiment c'est super important pour aider à contrer la censure sur ces réseaux sociaux de partager nos articles dessus mais de vous tenir informé à la base sur des réseaux alternatifs comme Contact et Telegram qui eux ne sont pas soumis à la censure. Voilà, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée.